Je vous propose un petit intro pour qu'on se resitue par rapport au SAGIRC, qui est le syndicat de rivière qui gère le bassin de l'Iseron. Donc, on a une entité géographique de 20 communes. Vous êtes 120 000 à 126 000, hein, plus exactement, habitants sur 144 km² pour être très précis. Et le bassin donc est parcouru de cours d'eau que vous connaissez, qui sont visibles, moins visibles. Donc ces cours d'eau, il est bon de s'y promener, de pêcher, mais bien sûr, ça permet aussi d'arroser, et c'est le sujet de ce soir. Alors cette eau, il s'agit aujourd'hui de la protéger, hein, notamment de préserver la ressource, bien sûr, en eau, mais aussi les milieux aquatiques qui en découlent, et tout l'agrément et les ressources qu'ils peuvent amener sur le paysage et les espaces du bassin versant que vous habitez. Alors, autre image aussi qui nous permet en tout cas qui me permet de vous rappeler qu'on estime aujourd'hui qu'il y a plus de 2000 forages sur le bassin versant. Ces forages sont utilisés pour prélever l'eau, bien sûr, l'eau d'arrosage pour beaucoup de jardins et remplir des piscines. Alors, tout ça cumulé, ça représente 16% du total des volumes prélevés dans les cours d'eau, donc c'est conséquent, c'est énorme. Et le message de ce soir, c'est de bien comprendre que puiser l'eau, c'est épuiser la rivière. Puisque puiser dans la nappe phréatique est en lien avec les cours d'eau, eh bien, il y a un effet de vase communicant et ça a une très grosse incidence. Et ça l'est d'autant plus avec, évidemment, les sécheresses qui sont de plus en plus chroniques. Donc, on va voir comment agir, hein, justement face à ça. Et le SAGIRC, en raison de cette importance du comportement des citoyens dans leur jardin, entre autres, donc le SAGIRC a mis en place un programme Tous économes. Ça concerne donc tous les jardins, puisque ce sont d'abord les communes, vos communes, qui ont signé cette charte économe, et aussi les jardins collectifs avec lesquels nous avons travaillé, et qui se sont mobilisés autour d'une charte de bonnes pratiques économes, on va y arriver. Et donc, cela prouve bien que tout le monde est concerné, et bien sûr, vous êtes là ce soir pour le partager également. Donc, cette carte nous montre justement que les 24 jardins collectifs qui ont été mobilisés, ça représente 670 jardiniers, presque 15 hectares jardinés, donc c'est vraiment conséquent. Et donc, comme vous le voyez, eh bien, les jardins sont de véritables aussi jardins économes, puisque tous ces jardins collectifs sont des puits de pratiques vertueuses vis-à-vis de l'économie de la ressource en eau. Les jardins du territoire du bassin vont vraiment être des lieux ressources, hein, et ils vont, je dirais même, irriguer par leur pratique les jardins de particuliers, puisque l'idée c'est qu'on a vraiment travaillé avec ces jardins collectifs, mais évidemment l'enjeu est que chacun dans son jardin personnel puisse avoir ces bonnes pratiques. Donc on va pousser les portillons de tous les jardins collectifs ce soir, pour vous montrer comment ils sont économes et puis pour vous donner envie de l'être, bien évidemment, si ça ne l'est déjà. Alors, petite image et témoignage également, puisque donc en 2022, nous avons proposé des journées portes ouvertes dans les jardins. Et nous avons mené près de 30 ateliers économes en 2021. Donc, j'y ai participé, on voit d'ailleurs en photo, mais donc j'étais associée avec Benoît Scribe. Nous faisons partie de l'association Les Cultivateurs, et ce qui a permis donc de mener étroitement et main dans la main, je dirais, avec le SAGIRC, donc ce travail de terrain qui nous a permis justement d'aboutir à cette charte de pratique économe. Donc là, vous voyez qu'on a même une expo qui est à votre disposition si vous voulez voilà, la mettre dans votre médiathèque, dans votre mairie. N'hésitez pas à solliciter des partenaires élus ou autres, y compris à peut-être un événement festif, fête de quartier, hein, ou autre. Donc ce sont des outils que l'on met aussi à disposition pour que toutes ces pratiques soient diffusées.
Et puis, petite photo souvenir pour vraiment vous expliquer que tout ce travail d'arpentage, ce qui est assez rare d'ailleurs, je dirais, de prendre le temps vraiment d'aller au-devant des jardiniers, de vraiment faire ce travail collaboratif. Donc, tout ce travail a permis vraiment de coécrire le guide économe. Donc, c'est vraiment un guide de terrain. Donc, le voilà. Encore une fois, vous pouvez le télécharger dans le chat. Si vous ne le retrouvez pas, je pourrais vous le remettre de toute façon. Et donc, je vous propose, sans plus attendre, de faire le tour des jardins et des pratiques économes. Et donc, on reste en lien dans le chat. Si quelqu'un peut mettre un petit mot dans le chat, je verrai que voilà, qu'il fonctionne, que vous êtes bien, voilà, que tout le monde entend bien. Je pense que c'est le cas. Mais voilà, c'est toujours merci Thierry. Voilà, je sens un signe de vie. Merci Pascal. Alors, on commence par le commencement. Tous les visuels que vous voyez, vous les retrouvez évidemment dans le guide. Donc, vous ne serez pas, vous serez loin d'être perdu voilà, quand vous consulterez justement après cette visioconférence les visuels. Alors, on va commencer par le commencement. Comme je le disais, l'idée, c'est d'arroser avec la pluie. Donc, ça peut paraître une évidence, mais et pourtant, encore faut-il qu'il pleuve, n'est-ce pas? On l'a vu largement, mais l'évidence consiste à arroser si besoin et vraiment en fonction de la pluviométrie. Alors, si on n'a pas de pluviomètre dans son jardin, on ne sait jamais vraiment combien il est tombé, hein, à part le faire au doigt mouillé. Évidemment, on a notre sens de l'observation, mais un pluviomètre comme celui-là, ça vaut à peu près 5 € et c'est très utile dans le jardin puisqu'implanté dans un espace ouvert, hein, d'un massif, évidemment là où on va pouvoir mesurer l'eau qui tombe, eh bien, on va pouvoir vraiment, vraiment arroser en conséquence. Autrement dit, si on a 1 millimètre de pluie dans ce pluviomètre, 1 millimètre correspond en volume à une hauteur d'eau de 1 millimètre sur une surface plane d'1 mètre carré. Ça veut dire que si on a 10 millimètres que l'on peut mesurer dans notre pluviomètre, eh bien c'est l'équivalent d'un arrosoir potager qui est tombé par mètre carré. Autrement dit, ben, c'est quand même très conséquent. Et on n'a peut-être pas besoin de se précipiter sur le tuyau d'arrosage ou même l'arrosoir. Hein. Donc, c'est vraiment l'idée de commencer par vraiment mesurer l'eau qui tombe du ciel avant de la faire tomber de l'arrosoir ou des tuyaux. Alors, je le rappelle, parce que là, c'est vraiment important, c'est que, je le répète, on estime à plus de près de 2000 forages le nombre d'installations comme celle-ci, hein, sur le bassin versant. Donc, c'est important, encore une fois, de ne pas puiser l'eau dans le sol, mais de la récolter plutôt quand elle tombe du ciel. Alors, et quand elle veut bien tomber. Mais comme on le voit sur cette photo, après un de nos ateliers, vous voyez que tous les moyens sont bons pour récolter l'eau. Donc, l'eau de pluie, elle va bien sûr arroser nos cultures, mais on va essayer de la récolter au maximum quand elle tombe sur nos toits de maison, nos toits de copropriété, nos toits de cabane. L'eau de pluie, elle est plus douce. C'est important de le rappeler que l'eau du réseau, qui est beaucoup plus calcaire, qui est en général très chlorée. L'eau du robinet, donc, elle est plus agressive, notamment pour tout ce qui va être semis et jeunes plants. En général, elle sort froide du réseau. Elle agresse aussi les racines et le sol. Donc, l'eau de pluie est beaucoup plus intéressante, sans parler du fait qu'évidemment la récolte elle est gratuite et elle a donc cet intérêt. C'est vraiment important. Une scène tout à fait, je dirais, classique de nos jardins familiaux, hein, avec les bidons bleus, qui montre bien que l'eau d'un petit cabanon, eh bien, elle va permettre, hein, vous voyez, de récolter, comme sur le titre de cette image, vraiment une quantité conséquente de volume. Et donc, c'est vraiment, vraiment important. Encore une fois, l'eau de pluie est plus douce et elle est toujours à température ambiante. Là, on le voit, hein, c'est un autre dispositif, hein, chacun son style. Après le bidon bleu, voilà une amphore. Mais donc, un toit de 150 mètres carrés avec un récupérateur de 500 litres. Ça permet de récupérer entre 15 000 et 20 000 litres d'eau de pluie par an en moyenne, hein, avec les données qu'on a actuellement. Évidemment, elles sont variables, mais c'est une économie d'eau moyenne d'entre 40 et 70 €, hein, concrètement, sur une facture d'eau potable.
en moyenne, donc évidemment, c'est important. Je profite de cette photo pour souligner qu'il est important aussi dans nos jardins de favoriser l'infiltration naturelle des eaux de pluie sur la parcelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on peut progressivement, à l'avenir, limiter les zones de dallage dans le jardin, les abords de garage en enrobé, etc. Si on limite les surfaces imperméables, autrement dit, si on augmente le phénomène de désimperméabilisation des sols et donc de sols poreux, eh bien, ça a une incidence directe aussi sur les cours d'eau du bassin de l'Iseron et du territoire en général, hein, de la métropole ou soyons fous de l'Hexagone ou de la planète. Hein. Donc l'idée, c'est vraiment qu'on limite au maximum les surfaces imperméables, y compris dans nos espaces privés. Ça recharge la nappe phréatique, ça désengorge en cas de forte pluie les réseaux, les risques d'inondation et évidemment de pollution. Donc, tout le monde peut agir vraiment, et même à ce niveau-là, ça a un impact. Alors, qui dit réserve d'eau, dit moustique, encore plus cette année, je crois. Donc, évidemment, il faut impérativement couvrir les réserves d'eau moustiquaires. Je ne lance pas le débat ce soir dans le chat, mais je vous ai mis, et nous vous avons concocté dans nos docs et nos guides, le petit guide de prévention de la métropole sur le moustique tigre, notamment, et les moustiques en général. C'est vraiment un combat. Un combat. Donc, alors, toujours sur le thème d'arroser avec l'eau de pluie, l'idée c'est de stocker l'eau en fonction de la pente. Nous, on a constaté au cours de nos arpentages que bien souvent, les cuves étaient en point bas. Alors, ça peut paraître évident, mais il faut rappeler quand même que quand on installe la cuve, c'est mieux qu'elle soit en point haut. On a du coup beaucoup plus de gravité et donc de possibilité d'arroser directement avec le tuyau. Ça peut paraître évident, mais je le rappelle. Et puis là, vous voyez que dans ce jardin, on a le fameux, j'appelle ça moi le récupérateur, le cube en glaçon, hein, donc le mètre cube de base, j'ai envie de dire. Et donc, ces réserves, en fait, elles sont dans le jardin du Golfe à Oulin, qui est un jardin collectif, et il y en a 6 ou 7 qui sont répartis sur tout le jardin, et l'eau est récupérée d'un grand immeuble de la copropriété et qui n'appartient pas au jardin, hein, qui est indépendant, et donc comme quoi c'est tout à fait possible. En tout cas, on peut y arriver et c'est gagnant-gagnant. Alors, par rapport à l'aménagement, je parlais du point haut, mais je vous signale aussi tout simplement que, évidemment, on va essayer de faire en sorte que l'eau ne chauffe pas trop, donc que la cuve soit pas trop en plein soleil. Là, je vous montre une photo d'un jardin à Grézieux avec des paravents très efficaces. Il y en a beaucoup qui sont végétalisés dans le jardin et qui permettent d'ombrer la cuve. Et puis bon, les glaçons blancs, c'est pas ce qu'il y a de plus esthétique non plus dans le jardin, donc on fait d'une pierre deux coups. Alors voilà un petit peu pour vraiment récapituler la to-do list et tout ce qu'on peut faire dans notre jardin, l'essentiel de ce qu'on a à mettre en œuvre, si l'on peut, en termes d'arrosage avec la pluie. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions ou des réactions aussi déjà dans le chat. N'hésitez pas, hein. Moi, vraiment, j'échangerai avec plaisir. Je vous propose de continuer et d'aborder eh bien, les gestes de base d'arrosage, puisque l'idée, c'est une fois qu'on a bien récupéré l'eau de pluie et qu'il y en a qui tombe, eh bien, on va arroser moins et mieux. Alors, voyons voir comment. Un des premiers gestes, et croyez-moi, quand nous avons fait nos ateliers, on l'a dit, redit et re-redit, et ça n'était pas lettre morte, c'est que l'idée, c'est vraiment d'arroser à la fraîche et en fonction de la météo. Donc, ça, on en a parlé, on retrouve le pluviomètre, hein, donc on va arroser en fonction évidemment de la pluie, de la météo, mais donc on va surtout aussi arroser. Alors, vous voyez que je vous montre des arrosoirs, hein, donc je vais y revenir, mais on va arroser le matin ou le soir.
Pour optimiser les eaux d'arrosage, on va arroser de préférence au goulot, au pied de la plante, pour éviter d'arroser le feuillage et de brûler ce feuillage, hein, avec l'effet loupe du soleil, et puis d'arroser un petit peu partout, ce qui ne sert à rien, à part éventuellement faire lever des herbes dites mauvaises. Donc ça, c'est vraiment essentiel. On arrive au jardin, il est midi, en plein cagnard, on voit des feuillages qui sont en mode, regardez, comme ceci, hein, c'est-à-dire vraiment au stade de stress hydrique maximal. Eh bien non, on ne va pas arroser à midi, on va attendre le soir, sinon ça ne sert à rien. Et quand bien même, on risque même de fragiliser la plante. Les plantes, là, on a des acanthes, hein, une plante ornementale bien connue. On voit le feuillage est recouvert d'oïdium. Le feuillage est très sensible à la sécheresse, mais je peux vous dire qu'après, ça c'est photographié dans un îlot de chaleur et en plein mois d'août cette année. Eh bien, je n'ai pas repris de photos, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, on a des feuillages qui font 1 mètre de haut, verdoyants, et donc les plantes ont une capacité de régénération très très importante. Donc il faut bien avoir en tête que les plantes sont capables de supporter de grands stress hydriques. Alors, c'est au jardinier d'intervenir au bon moment, sans pour autant, je vais le développer, mais sans pour autant biberonner au quotidien les végétaux. Ça, c'est vraiment important aussi, hein. Il ne faut pas arroser tous les jours, bien loin de là. Donc l'idée aussi, c'est bien sûr de mesurer son arrosage, puisque donc un repiquage de salade n'aura pas les mêmes besoins qu'un figuier replanté. Donc là, vous voyez que on a sur le jardin du four à Sainte-Foy des compteurs d'eau qui sont à chaque robinet, que l'on peut adapter et on peut s'en équiper. Je pense que pour vous, ce soir, vous êtes plutôt dans votre jardin particulier. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir dans notre jardin pour mieux doser toute cette eau et apporter la bonne quantité d'eau à la bonne plante et au bon moment? Eh bien, vous voyez que ça, c'est tout simple, mais on a éprouvé et testé depuis de nombreuses années ce qu'on appelle, nous, une canne d'arrosage. Alors, on ne vend pas de matériel, hein, ce soir, je vous rassure, et vous vous en doutez bien. Mais donc, une canne d'arrosage, ça sert à quoi? Ça sert vraiment à doser l'arrosage, à ne pas se baisser, à se casser le dos pour arroser, parce qu'on parle d'eau, mais du dos DOS également. On a un pistolet qui permet vraiment de ne pas asperger le jardin en mode pompier, en mode Karcher. Donc, c'est un outil extrêmement ergonomique et pratique. Et bien sûr, en fonction du débit, on va remplir un arrosoir. Et si on le remplit en 1 minute, eh bien, on sait qu'on a un débit d'1 litre toutes les 10 secondes. Donc, on sait combien de temps arroser la plante. Évidemment, on va le faire au regard, mais aussi on va véritablement le calculer. Donc là, vous voyez un petit point d'eau aménagé avec aussi de l'eau qui est stockée à température ambiante, avec un petit arrosage. Là, pour ne rien vous cacher, c'est pour arroser des bonsaïs. Voilà, comme ça, vous saurez tout. Mais ça peut être un récipient plus grand, mais encore une fois, l'eau de pluie à température ambiante, c'est important. Ou que l'on stocke dans un bidon. Là, il n'y a pas de moustiquaires, hein, mais euh, c'était pas encore la saison des moustiques. En tout cas, ça va permettre, encore une fois, d'avoir un espace dédié à l'arrosage confortable avec la meilleure eau qui soit pour vraiment le meilleur des arrosages dans le jardin. Pour ce qui est de l'arrosage au goutte à goutte, alors microporeux, là vous voyez qu'on est au jardin du cœur, un jardin de maraîchage à Francheville. Donc là, la seule remarque que nous faisons, c'est que l'arrosage au goutte à goutte peut être économe s'il est vraiment parfaitement réglé, si on apporte toujours encore une fois, hein, les bonnes doses et surtout s'il n'y a pas de fuite. Vous allez voir qu'ici, bon, on est en début de saison, donc forcément le jardin est vraiment, je dirais, commence à être arrosé, mais il est biné, etc. Mais on verra ensemble que ça ne sert à rien d'avoir un arrosage au goutte à goutte sur un jardin qui n'est pas du tout paillé. Il y a là une véritable, je dirais, anomalie d'économie d'eau, mais en tout cas, pour ce qui est de l'arrosage automatique, pourquoi pas sur certaines parties vous en équiper. C'est tout à fait intéressant. Alors, pour ce qui est de l'arrosage, toujours, hein, on est sur l'idée d'arroser moins
et mieux. Donc, vous voyez que cette image, elle nous raconte tout simplement qu'on arrose en fonction du stade végétatif de la plante pour arriver progressivement à ce qu'on appelle, nous, le sevrage. Donc, on va arroser peu et souvent des semis. Ensuite, au moment du repiquage, on va espacer les arrosages. On va arroser en plus grande quantité, mais voilà, dans des espaces-temps beaucoup plus larges. Et puis, bien sûr, on va doser en fonction de la croissance de la plante et de ses besoins, et encore une fois, bien sûr, de la météo. Mais ce sont des gestes que nous rappelons parce que c'est vraiment très important et ça n'est pas du tout évident dans tous les jardins ou pour tous les jardiniers. Alors encore une fois, nous, ce qu'on préfère, et on a remarqué que beaucoup de jardiniers, évidemment, opèrent avec l'arrosoir. C'est vraiment ce qu'il y a de plus précis et ce qui permet de doser le mieux. Alors, encore une fois, donc pour un repiquage ici d'aubergines, on va mettre très peu d'eau et surtout, nous, on insiste sur le fait qu'il faut absolument cultiver le sol, sculpter le sol, plus exactement, le cultiver aussi, mais le sculpter et donc faire ce qu'on appelle des cuvettes. Donc, comme son nom l'indique, hein, vous savez sans doute évidemment à quoi il en retourne dans votre jardin, mais donc on va faire des petites cuvettes au départ. Ça permet vraiment de cerner l'eau, de la doser et de faire en sorte que l'eau aille aux racines, hein, ne s'éparpille pas. Et puis, bien sûr, ces cuvettes, on va les entretenir et on va les dimensionner en fonction de la taille de la plante concernée. N'oublions pas qu'on va pouvoir aussi sculpter le sol en sillon, en rayon, en layons, il y a plusieurs termes, mais bon, donc on va vraiment arroser à l'arrêt, à la mode méditerranéenne, hein, on va vraiment systématiquement sculpter le sol. Là, vous voyez que je vous montre des sols qui ne sont pas encore paillés. On est sur des cultures de haricots, hein, mais en tout cas, l'eau, elle va vraiment au niveau de la racine et ne s'éparpille pas, encore une fois, dans tout le jardin. Toujours sur les techniques d'arroser moins et mieux, il y a cette idée qui a sauvé beaucoup de semis cette année, beaucoup de repiquages, voire même beaucoup de plantes, c'est l'ombrage. Déjà pour les semis, au potager, mais bien sûr au jardin d'agrément, quand on a fait un semis de zinnia, un semis de cosmos, que sais-je, en pleine terre, hein, ou même encore une fois des repiquages comme ici, hein, on va ombrer. La plante, on aura beau l'arroser, si le rayonnement est trop fort, les feuilles sont trop tendres, la plante va vraiment souffrir, voire mourir, hein, on en a vu malheureusement beaucoup, et donc les plantules, on va les protéger du soleil. Donc là, vous voyez qu'on n'hésite pas à faire une petite toiture. Bon, les cagettes en bois, c'est un grand classique, c'est facile de les récupérer sur le marché, de les remettre, les enlever, de les stocker, enfin voilà, je dirais même aussi, on peut y trouver une certaine esthétique, on peut aller jusque-là dans le jardin d'ornement, avoir de jolis chapeaux, hein, mais ombrer les cultures et les jeunes repiquages, c'est une condition absolue aujourd'hui avec le rayonnement très fort et très précoce que nous avons dans nos jardins. Donc là, on fait des économies d'eau colossales, mais c'est surtout qu'on permet aux plantes de pousser, tout simplement, parce qu'elles ne sont pas armées ou préparées pour de telles chaleurs ou de tels rayonnements intensifs. Alors pareil, vous voyez que là, ce sont des photos qui ont été prises cette année. Il y a des jardiniers qui se lancent dans des ombrières, je trouve en plus très esthétique de mon point de vue, hein, voilà, avec des bambous, ça peut être évidemment des tuteurs en noisetier, que sais-je, mais donc qui préparent des cultures ramantes qui vont vraiment faire une ombre à des cultures beaucoup plus fragiles dessous. On a vu que les jardiniers optimisent vraiment les hauteurs de végétation dans le potager, mais bien sûr aussi au jardin d'agrément. Alors là, l'exemple est vraiment flagrant puisqu'on a des salades qui sont à l'ombre de haricots ramants, hein, donc ouf pour les salades. On peut peut-être espérer une récolte, mais étager le jardin en fonction des besoins, qu'on soit dans un jardin nourricier ou uniquement pour le regard, c'est très important, c'est essentiel aujourd'hui. Alors, petite aussi, avant de finir cette séquence, je voudrais vous montrer la technique de l'Oya, qui est très, très répandue dans les jardins du bassin, à notre grande surprise. Personnellement, moi, j'en utilisais dans mon compost pour l'humidifier l'été quand je pars en vacances et qu'il est trop sec, mais nous avons vu beaucoup de jardiniers qui les utilisent
dans les jardins, quels qu'ils soient, encore une fois, agrément ou autre. Alors, le principe de l'Oya, c'est assez simple, hein, c'est une réserve d'eau, c'est une petite nappe phréatique, comme nous a dit une jardinière, et c'est une très jolie métaphore. Donc, l'idée, c'est d'avoir un pot en terre qui est poreux, donc il ne doit pas être verni. On bouche avec un bouchon, tout simplement, et on a une coupelle voilà, pour fabriquer un petit chapeau. Donc, on enfonce ce pot qui est bien bouché, on l'enfonce complètement dans le sol, on le remplit d'eau, et puis on le recouvre. Alors là, avec un pot, bon, mais ça peut être évidemment comme ceci, hein, avec un couvercle. Et donc, ça va vraiment faire une réserve d'eau qui va diffuser progressivement l'humidité. Alors, vous pouvez faire une 3 litres, une 5 litres, une 1 litre, hein, ça dépend de la place que vous avez dans votre jardin ou de ce que vous avez envie de mettre en place, hein, tout simplement. Et donc, vous avez ainsi les plantes qui vont garder une certaine fraîcheur et surtout les végétaux qui vont aller chercher cette humidité et développer leurs racines. Donc, plus on a de racines, plus la plante peut puiser de l'eau, moins on en perd et tout le monde est gagnant. Une Oya comme celle-ci, c'est une Oya achetée dans le commerce, ça vaut 30 euros. Le modèle que je vous montre ici, on en a pour 6 euros. Hein, donc, il y a plein de tutoriels qui ont fleuri sur YouTube cet été pour savoir comment fabriquer les Oyas, mais il n'y a pas plus simple. Alors évidemment, après, on va les mettre dans une partie du jardin. Vous voyez ici, on a des salades auxquelles on tient. On va les mettre dans des parties du jardin un petit peu plus précieuses ou sur des plantations plus récentes. Hein. On ne va pas en mettre de partout, mais en tout cas, disposer avec judicieusement, c'est bien pratique. Donc voilà pour cette deuxième séquence, arroser moins et mieux. Alors, vous voyez qu'on a un récapitulatif, ça c'est un extrait du guide. Hein, donc, on retrouve toutes les notions qu'on a abordées. Avec en plus, ici, je n'arrose pas les étendues d'herbe ou de pelouse. Alors, je vais y revenir, mais c'est une notion vraiment à laquelle on tient énormément parce qu'il y a un gaspillage d'eau épouvantable qu'on ne mesure pas. Quant au fait d'arroser les pelouses, il y a encore des arroseurs bien arrosés. Donc, j'y reviendrai tout à l'heure sur le choix des plantes, mais donc ça fait partie de cette rubrique également. Alors, je ne sais pas si vous voulez réagir dans le chat, si vous avez des remarques, si vous-même vous utilisez par exemple des Oya. Je ne sais pas si c'est le cas. En tout cas, n'hésitez pas encore une fois à réagir. Et si vous n'avez pas de remarques particulières, je vous propose bien de continuer avec les soins du sol, parce que là, c'est vraiment essentiel. C'est d'ailleurs, comme je vous l'ai expliqué, hein, on a rédigé ce guide avec des jardiniers de terrain et il y a eu toute une discussion au moment de la rédaction du guide sur l'ordre dans lequel on voulait mettre les injonctions aux bonnes pratiques. Et prendre soin de son sol, il y a eu de gros débats pour le mettre en premier, tout simplement parce qu'on pense toujours que l'eau, le réservoir d'eau est dans le ciel, mais en fait, il est vraiment, vraiment dans le sol. Alors, je vous propose de voir, c'est un gros chapitre de cette visioconférence, donc je vous propose de voir ensemble comment on peut vraiment prendre soin de son sol pour augmenter sa capacité de rétention, en fait, hein, comment elle peut stocker l'eau. Alors, il est important de le rappeler, mais un sol nu n'existe pas dans la nature, mais comme on le voit sur cette photo, il existe dans certains jardins. Et c'est un peu cette image que voilà, on veut battre en brèche dans nos ateliers, dans ces moments d'échange, puisqu'un sol nu n'existe pas dans la nature. Et l'idée, c'est de protéger le sol sous un paillage, sous un paillis, comme dans la nature. Bon, la forêt, hein, pour ne pas la nommer. Dans la forêt, il n'y a pas de soufflette, il n'y a pas de râteau, il n'y a pas de jardinier. Les feuilles tombent au sol. Chaque saison, elles protègent, elles nourrissent les micro-organismes et redonnent au sol et à l'arbre en question, ou en tout cas au végétal en question, parce que ça marche aussi pour une prairie, hein, pour tout sol couvert. Et donc, ça retourne dans un cycle vertueux et perpétuel. C'est vraiment ça que l'on veut retrouver aujourd'hui dans nos jardins. Et donc, protéger le
le sol, c'est protéger le réservoir d'eau. Donc là, vous voyez qu'on a un sol caillouteux qui n'est absolument pas couvert. On commence à s'approcher du désert. Je crois que ce n'est pas ce que l'on veut rechercher ce soir, ou en tout cas dans nos jardins à court ou à long terme. Alors, dans l'idée donc de cette idée de paillage, ça c'est une photo qui est prise dans un jardin à Saint-Genis-les-Olières. C'est cette idée de paillage. Comme vous le voyez ici, on a une petite chaire, c'est une plante d'ornement qui pousse sur un sol qui est paillé. On va se protéger avec des débris de broyat, un petit peu de tonte de gazon séché. Je vais largement le détailler, hein, tous ces matériaux. Mais dès que l'on creuse à la main, parce que l'intérêt c'est que là le sol n'est pas dur du tout, il est très moelleux, on va avoir ce compost de surface, ce compost en place qui se forme. Tout le monde a entendu parler de permaculture, de sol vivant, de toutes ces techniques hein, qui font que ces techniques, c'est même pas une technique, hein, c'est cette façon de jardiner sur sol couvert, sur paillis, et donc on obtient ce fameux compost, ce sol qui va retenir l'eau. Je vais largement le détailler, hein. Mais donc c'est vraiment cette idée de paillage économe et fertile plutôt que ce sol stérile et désertique. Alors, dans les pratiques économes, il faut tout pour faire un monde, il faut tout pour faire un jardin. Il y a des jardiniers qui détestent le paillage. Bon, voilà, on essaye de leur faire changer d'avis parce qu'aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, ça va être quand même très difficile d'y résister, mais on peut souligner tout de même que, évidemment, sur nos terres limoneuses du bassin de l'Iseron, de la métropole et même du bassin et de la Saône et du Rhône, hein, on a des terres qui sont très battantes. Si on arrose en plein soleil, les limons chauffent, on a une terre qui devient dure, qui croûte, et c'est de la terre cuite, hein, c'est l'effet du rayonnement du soleil et de l'eau, donc on va passer tout son été, une bonne partie de sa vie de jardinier à biner. Parce qu'un binage vaut 2 arrosages. Comme on le voit sur cette photo, on a un jardin qui est entièrement biné. C'est le début de la saison. On est au mois de mai hein, quand j'ai pris cette photo. Et donc le sol est biné, donc avec une binette, une griffe, peu importe. Le sol, on casse cette croûte qui se forme et qui ferme le sol en permanence. Et donc un binage vaut 2 arrosages, puisque le fait de casser cette croûte, ça va permettre à l'eau de pénétrer à nouveau. On bouche les fissures qui sont de véritables cheminées d'évaporation de l'eau, donc on permet à l'eau de rentrer, on l'empêche de sortir. Un binage vaut 2 arrosages. Donc ça, c'est vraiment les techniques ancestrales, je dirais même à l'ancienne, de jardinage, qui sont tout à fait d'actualité, mais nous, on préfère souligner que rien ne vaut le paillage, même si un binage vaut 2 arrosages. Et vous voyez que là, j'ai pris cette photo dans un jardin à Lantilly et je me suis retournée et vous voyez, côte à côte, on a 2 façons de faire. Et là, vous voyez que là, le jardin est entièrement paillé avec de la paille, il est entièrement sous couvert. On est en début de saison, hein, on voit que les tomates ne sont pas encore très grandes, etc. On voit que des ombrières se préparent avec renfort de tuteur, comme je le montrais tout à l'heure. Mais donc, le binage est une technique tout à fait opérante, avérée et prouvée, mais le paillage est évidemment très, très, très important et je vais vous montrer, voilà, avec des photos prises dans tous les jardins du bassin. Pas dans tous les jardins, mais dans certains jardins du bassin, justement, comment œuvrent les jardiniers. Alors ça, c'est une photo que j'aime beaucoup et je commence par celle-là. C'est-à-dire que souvent, on nous dit ah ben non, mais le paillage, ça coûte cher. Moi, du paillage, j'en ai pas et je vois pas comment faire. La paille, ça coûte cher. La paille, c'est dur à s'en procurer, etc., etc. Alors, il faut être autonome en paillage dans son jardin. Il faut bien observer son jardin, en faire le tour, peut-être plusieurs fois, et vous allez voir que vous avez des ressources vraiment sous le râteau et sous le coude. Premier exemple, c'est de protéger le sol avec des résidus de culture au potager. Vous voyez que là, ce sont des fèves légumineuses en plus, hein. On voit un petit peu de chou aussi, hein. Mais donc, le jardinier, pour pailler, pour protéger un sol dont il a fait la récolte notamment, eh bien, un petit coup de fer de bêche et le tour est joué. Le sol est protégé sous 15 cm de résidus de culture. Ça va fondre en 48 heures avec le cagnard qu'il y a et ça va protéger le sol.
Si on veut faire une petite finition, eh bien, on peut mettre un autre petit matériau type paille ou foin, je vais vous en montrer là. Mais donc, en tout cas, c'est déjà la première chose, c'est que les biodéchets, ça n'existe pas, ce sont des bioressources et la plupart de nos résidus de taille peuvent servir à pailler. Je vais vous montrer d'autres exemples. Alors évidemment, quand on parle de paillage, on parle de paille. Donc scène absolument classique au potager, au jardin, voilà, ici on est encore une fois à Sainte-Foy. C'est le début de la saison, là-dessous on a des belles cuvettes, on a entièrement couvert sous paille, c'est un chapeau de paille pour pas que l'eau s'évapore et pour stocker l'eau. Donc on va vraiment rester sous ce couvert. Les courgettes vont grandir, les cuvettes sont entretenues et on aura une protection du sol et de la plante à 100%. Autre exemple, c'est qu'une culture bien connue que sont les haricots, qui ont bien donné cette année d'ailleurs. Les haricots, souvent, ne sont pas paillés parce qu'on les bute, parce qu'on les arrose à l'arrêt, etc. Ben, vous voyez que là, une photo prise cet été, le sol a été couvert pour pas que la terre croûte et pour que l'eau soit retenue au maximum. Parce que je vous parle de paillage, mais je ne vous ai pas expliqué véritablement quels sont tous les intérêts du paillage. Alors, je vous propose qu'on retourne sur cette photo et je vais vous faire un petit récap en live de tous les intérêts du paillage. Le paillage, c'est la technique 4 en 1. Tout d'abord, on va couvrir le sol pour le protéger. Protéger le sol, protéger les plantes, protéger les racines et protéger les habitants du sol qui font tout le job. On les protège du chaud, on parle de l'eau, des économies d'eau, mais on va les protéger du froid, ça c'est pour bientôt, et on va protéger, quelle que soit la saison, de la battance des pluies, autrement dit des pluies battantes qui vont faire notre fameuse croûte de battance. Donc on protège le sol des agressions de tous les aléas climatiques. On pourrait même parler du vent. Okay, donc on protège le sol. Deuxième chose, on installe une couverture sur le sol, autrement dit, on le protège, mais surtout, on va installer un buvard, un matelas absorbant à la surface. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il pleut, ce buvard va se gonfler d'eau, va se gorger d'eau, va freiner l'eau, la stocker, la ralentir, empêcher justement l'effet d'érosion, bien évidemment. Mais cette eau, elle va ensuite être restituée au sol et ce chapeau de paille, ce matelas qu'on a en couverture, ça va l'empêcher de s'évaporer. C'est pour ça que le paillage est si précieux pour l'été et pour les économies d'eau. Ça a vraiment un effet très très conséquent sur les économies d'eau et bien sûr sur la capacité de stockage du sol. Alors, troisième avantage du paillage, c'est que comme on met un couvercle sur le sol, vous savez que le sol, c'est une banque de graines. Il y en a des milliers, voire des milliards dans le sol. Donc, dès que les conditions sont favorables, ça lève. C'est ce qu'on appelle les mauvaises herbes. Donc, les herbes dites mauvaises sous ce couvercle, si elles arrivent même à lever, il y a toujours du liseron et puis d'autres récalcitrantes. Et bien, le désherbage, il y en aura beaucoup, 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 beaucoup moins. Et surtout, ce sera beaucoup plus facile puisqu'on aura un sol très moelleux, comme je vous l'ai montré ici. On a un sol qui est très moelleux, donc on arrive à bien enlever les racines et ça vient tout seul. Donc, l'intérêt du paillage, là je vous montre un autre jardin, donc c'est ce troisième avantage. Et puis, évidemment, ce paillage avec de la paille, des résidus de culture, avec des feuilles à l'automne, avec d'autres matériaux comme les tontes de gazon, vous voyez ici, les tontes de gazon séchées, et bien tout ça, ça va évidemment se recycler, ça va se composter en place et ça va nourrir le sol et bien sûr tous les micro-organismes qui font, comme je le disais, le job. Donc c'est vraiment indispensable et c'est là que l'équilibre du jardin s'opère. C'est là qu'on parle de sol vivant. Je dirais même qu'on parle de résilience du sol et justement aujourd'hui c'est d'autant plus important. Alors, les matériaux que l'on a à disposition. Bon, on peut acheter une botte de paille, vous avez de la chance, dans le bassin de l'Iseron, on a encore quelques agriculteurs qui peuvent nous en fournir. Vous avez le Passe-Jardin qui a fait le week-end dernier, je vous ai mis le lien, au Passe-Jardin, qui fait une distribution de paille 2 fois par an.
voilà, 4 € la botte, pour ne rien vous cacher. Mais ce qu'on va essayer de faire, c'est de fabriquer soi-même du paillage avec tous les résidus de culture. On va faire la fenaison, on va faire les foins dans son jardin. Là malheureusement c'est une photo surréaliste, elle est prise fin avril, on avait déjà des pelouses en plein centre de Lyon qui ressemblaient à ça. Donc on va récolter, alors soit on va couper, on va faucher le gazon, les herbes, les prairies, j'y reviendrai, quand l'herbe est sèche, pour la récupérer et pailler d'autres parties du jardin, ou alors on va tondre, récupérer les tontes et les faire sécher pour vraiment se fabriquer son propre foin et pailler des massifs. Là, vous voyez qu'on est en train de pailler et de maintenir le paillage pour pas qu'il s'envole avec un petit filet. Et préparer un massif qu'on va planter le week-end prochain, donc à l'automne. Et le fait de pailler de cette manière, ça va faire que le sol ne se durcit pas, dessous ça continue à travailler et on va avoir du compost. Donc, vous l'avez compris, le paillage estival, pour l'essentiel, ça va être avec les tontes séchées du jardin que l'on va produire soi-même, bien sûr. On va récupérer toutes les feuilles, ou quasiment, elles sont toutes bonnes, toutes les feuilles qui tombent, et elles ont commencé largement avec les vents qu'on a eus là. Donc ça, ce sera notre paillage automnal. Donc, vous voyez qu'on a la collection été, la collection automne-hiver, on en a pour toute l'année. Et puis, bien sûr, on va se fabriquer, si l'on peut, du broyat. Alors, soit à la main, en coupant au sécateur, soit en louant un broyeur, soit en empruntant, soit en allant je sais que la CCVL, sur votre territoire, organise des journées broyat. Dans les déchetteries, vous pouvez avoir du matos à disposition. Ça dépend de votre commune, hein, mais il y a vraiment une sensibilisation là-dessus et une mise à disposition de broyat, donc il ne faut pas hésiter. Donc le broyat, lui, va nous intéresser parce que autant un foin de jardin, il va durer 3-4 mois. Des feuilles sur une épaisseur, j'insiste, hein, je souligne qu'il faut pailler sur 10 cm minimum, 15 c'est mieux, pourquoi pas 20. Il ne faut pas hésiter, il faut vraiment mettre en place une vraie couverture. C'est comme l'isolation d'une maison. Hein. Si on en met 3 cm, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut vraiment être généreux. Bon, évidemment, on ne va pas étouffer les plantes ou le sol, hein, sous 50 cm de paillis, mais il faut être généreux. Et donc, comme le montre cette image et le dit ce titre, le broyat, c'est le paillage longue durée. Forcément, c'est plus copieux qu'une feuille d'automne qui va durer 6 mois dans le jardin sur 10-20 cm. Le broyat, lui, va durer 3 ans. On va le réserver, par exemple ici dans un verger, on va le réserver aux petits fruits, à nos rosiers, par exemple, enfin, à tous les arbustes qui en ont besoin et qui vont en profiter donc sur la longue durée. C'est vraiment ce qu'on appelle, nous, le sandwich du sol. Hein. Et vous voyez que sous le broyat, bien souvent, on va retrouver cette matière noire richissime et très, très fertile pour nos plantes. Vous voyez que donc, on a vu beaucoup d'images de potagers, hein, de nos jardins collectifs, mais vous voyez que là, sur un jeune massif de plantes vivaces, en plus qui ont été plantées au printemps, on le reverra, mais il faut surtout ne plus planter au printemps, en tout cas les vivaces, qu'on peut planter de préférence à l'automne et c'est tout de suite paillé. Hein. Donc le paillis, on va l'utiliser évidemment pour les plantations d'ornement. Et encore une fois, les déchets verts sont des ressources. Ce sont des ressources vertes. Il faut vraiment avoir ça à l'esprit. Donc vous voyez que cette jolie brouette, elle va être recoupée en petits morceaux. Elle va être même passée dans un broyeur quand on en a un. Mais déjà au sécateur, on peut faire un super boulot. Et dans ce jardin que je connais bien, pour ne rien vous cacher, c'est le jardin de mon papa. Dans ce jardin, donc la technique consiste à être vraiment sur des massifs d'arbustes, comme on le voit, hein, sur des massifs de vivaces. Et dès qu'il y a une petite taille, dès qu'il y a des feuillages fanés, comme ici ces iris panachés, dès qu'on a des feuilles, par exemple, de forbes ou que sais-je, de toutes les plantes d'ornement, une petite graminée que l'on va tailler, ça ne va pas partir dans la brouette, au fond du tas de compost, au fond du jardin, c'est remis en place directement. C'est haché menu au sécateur et c'est directement remis à même ce massif qui, pourtant, vous voyez, est très ornemental et très
décomposer. Et ça, c'est un réflexe. Il faut redonner au sol voilà, ce qu'il a donné, ce qu'il a permis de pousser. Et bien souvent, si vous paillez tel ou tel arbuste avec son propre feuillage, eh bien, c'est ce feuillage qui lui correspond en termes de nourriture, en termes de protection, puisque dans la nature, eh bien, c'est ce qui se passe, c'est ce qui se produit tout simplement, hein. Donc, un beau jardin, vous voyez, en tout cas, un jardin très ornemental. Je ne sais pas si vous le trouvez beau, ce n'est pas le sujet, mais donc il est paillé avec ses propres résidus végétaux. C'est important vraiment de le souligner. Alors évidemment, on va aussi faire son compost, puisque le compost est le réservoir d'eau du sol. On peut passer par le bac, on peut passer par le tas, on peut passer par la case compost, il n'y a pas de problème, hein, si on ne veut pas pailler systématiquement avec tout ce que je viens de vous décrire. Pourquoi pas, c'est votre droit le plus absolu. Bon, si on passe par le compost et le bac, comme ici, je voudrais juste souligner qu'on va amener à certaines plantes du compost qui en ont besoin, mais que le compost retient 10 à 12 fois son poids en eau. Et le compost, c'est vraiment le réservoir d'eau du sol, puisque forcément, c'est l'éponge du sol, et c'est ce qui va permettre justement au sol de ne pas être lessivé, de bien retenir l'eau, de bien la restituer, avec en plus évidemment une certaine aération, toujours bénéfique pour que l'eau circule. Et je ne parle pas après évidemment des éléments minéraux qui vont être bénéfiques pour beaucoup de cultures, hein. Mais donc, le compost est évidemment une technique et un besoin dans nos jardins pour qu'ils soient résilients par rapport à ces questions économes, évidemment. Mais vous voyez que si j'ouvre un tas de compost à la fin de l'été en revenant des vacances, il est tout sec, hein. Et aujourd'hui, c'est un vrai problème. On l'a constaté dans beaucoup de jardins. Donc, je vous fais ce retour terrain. C'est qu'aujourd'hui, beaucoup de jardiniers ont abandonné le bac à compost qui n'est pas toujours à mi-ombre ou qui, même à mi-ombre, souffre du dessèchement. Et beaucoup de jardiniers font ce que vous voyez sur cette photo. Je me suis permise vraiment justement de le cadrer dans un jardin cet été. Vous voyez que sous le paillage, sous ces herbes, on voit les feuilles de salade, on voit les débris de tomates qui n'ont pas été mangés. On voit en fait le seau de reste de préparation de repas alimentaires qui ne va plus dans le bac, mais qui va directement à même le sol. Puisque cette humidité, elle est redonnée au sol, donc circuit ultra court et direct, que si je le mets dans le bac, ça dessèche, en fait, ça ne se composte pas, il n'y a plus de vie dedans, c'est trop sec, pas d'eau, pas de vie. Et donc là, en le mettant directement sous le paillage, on a un bénéfice de compost en place à même le sol. Alors, je vous le montre pour vraiment témoigner de pratiques qui évoluent dans les jardins. Évidemment, à chacun de faire selon ses envies, ses goûts, aussi son ressenti. Mais c'est en tout cas une pratique qu'on a vu vraiment, vraiment évoluer. Alors, j'en profite pour souligner que nous avons à disposition 4 portraits de jardiniers depuis quelques jours, puisque dans le cadre de nos ateliers, on a fait témoigner 4 jardiniers sur les 4 thématiques dont on parle ce soir. Vous pourrez les regarder sur YouTube, j'ai mis le lien. Et je vous en parle parce que cette photo, elle m'évoque le témoignage de Corinne dans le jardin de Sanzy à Oulin, qui, pendant 1 minute, nous parle du sol et de la façon dont elle nourrit le sol. Et croyez-moi, ça rend encore plus vivant et je dirais perspicace ce que je peux vous témoigner ce soir. Et je vous invite vraiment à aller voir ces vidéos, et notamment celle de Corinne, par rapport au sol vivant et à toutes ces techniques. Comme je vous le disais, on a bientôt clôturé cette troisième séquence. Vous voyez qu'on avance dans la présentation. Mais donc cette photo, elle nous permet de bien comprendre et d'imager ce qui se passe dans un bac à compost. Vous voyez que dans un bac, quand on ouvre, on va avoir le compost dessous, avec tout, on voit des vers rouges là, hein, qui bossent, qui digèrent, qui nous fabriquent cette belle matière. Et puis sur le dessus, un paillis, une sorte de matelas de matière sèche qui recouvre et protège le tout, et puis qui est actif d'ailleurs. Et donc c'est véritablement finalement ce qui se passe quand on met à même le sol les épluchures.
d'épluchure. Et bien sûr, ce profil-là, c'est ce que l'on va retrouver avec le paillage et le compostage de surface. Donc vous voyez qu'on peut de toute façon jongler avec toutes les façons de faire. L'idée, c'est de toute façon de prendre soin de son sol vivant, de faire en sorte qu'il retienne au maximum l'eau, qu'il y ait un maximum de travailleurs, et notamment bien sûr de vers de terre qui vont travailler le sol et surtout creuser ces faisceaux de galeries qui vont permettre de distribuer l'eau, de faire qu'elle s'infiltre au lieu de glisser et justement de créer des coulées de boue et de limon dans nos rivières. Et donc ça va loin en fait, hein. Toute cette idée vraiment de sol couvert, de sol protégé, c'est vraiment, vraiment important. Donc voilà les idées que l'on peut retenir. Et je crois qu'il y a une question dans le chat, une question de Thierry qui nous dit, qui souligne que bien sûr, le paillage va servir de refuge aux insectes pour l'hiver et parfois même l'été, où on va pouvoir avoir de la fraîcheur. Alors quand on parle d'insectes, on va parler bien sûr d'insectes auxiliaires, du jardinier. Mais donc le paillage est évidemment, on nous vend et on nous vante les nichoirs insectes, les ci, les ça. Mais donc évidemment, dans la nature, c'est la litière qui va accueillir la biodiversité, la petite faune utile aux jardiniers. À savoir que si vous coupez à même le sol vos débris de culture, vous allez avoir, par exemple, en ce moment, on a des astères. Moi, j'ai coupé du sureau hier aussi, qui devenait trop encombrant. Donc, on va avoir aussi des petits bouts de tiges à moelle, et c'est là-dedans que vont aller les coccinelles. C'est là-dedans que vont aller les chrysopes. C'est dans ces petits branchages que vont aller un tas de petits pollinisateurs, y compris les abeilles sauvages, qui y nichent et pour qui c'est donc très important, y compris à même le sol, bien évidemment. Donc merci pour cette remarque, Thierry. Et donc c'est aussi évidemment un des intérêts du paillage. Sans compter beaucoup d'insectes qui digèrent le bois mort et qui ont besoin donc de toute cette matière pour bien œuvrer. Je ne parle pas des cétoines et autres auxiliaires aussi, beaux insectes. Ce n'est pas tout à fait le cœur du sujet de ce soir, même si évidemment c'est étroitement lié. Alors, je vous propose, n'hésitez pas aussi voilà, à réagir. Peut-être qu'à la fin de la présentation, on pourra ouvrir les micros. En tout cas, on est en petit comité, hein, donc on pourra peut-être aussi se donner un temps pour ça. Il est 19 heures, donc on est vraiment dans le tempo. Et je vous propose d'aborder le quatrième et dernier sujet. Il y en aurait d'autres, hein, mais donc c'est le sujet de ce soir. La quatrième séquence, pas des moindres, hein, c'est le choix des plantes. Parce que le choix des plantes va évidemment avoir une incidence directe sur l'économie d'eau. Alors, je ne vais pas vous donner une liste de plantes. Je vais plutôt on va aborder ce soir ensemble, un petit peu comme depuis le début de ce webinaire, c'est plutôt l'idée d'avoir à disposition une boîte à idées, ça c'est sûr, et puis une boîte à outils. Donc sur le choix des plantes, on va pas échanger une liste de noms latins, on va plutôt ouvrir une boîte à outils. Alors, je vous ai évoqué le fait qu'on n'arrosait pas la pelouse. Donc voilà, on va commencer par le commencement dans le choix des plantes. C'est qu'on va commencer par l'herbe, par la prairie, puisque donc dans le choix des plantes, je vais vous parler d'autonomie de paillage et puis de plantes à valeur ajoutée, c'est-à-dire des plantes qui vont être belles, qui vont nous plaire dans notre jardin, qui vont nous amener des explosions de couleurs, d'odeurs, que sais-je, de saveurs aussi, mais surtout qui vont nous amener de la matière aussi pour pailler et pour être vraiment en autonomie dans le jardin. Et donc, si on commence par l'herbe, par la prairie, vous avez vu qu'on peut faire du foin de jardin avec nos tontes, hein, commençons par le basique, et ces tontes que l'on n'arrose jamais. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'ici, on commence même là on est au mois de mai, on est dans un jardin
elle commence à avoir l'effet léopard. On commence à avoir des petites taches jaunes. Pas d'inquiétude. L'herbe, elle est résiliente. Elle va sécher, elle peut devenir paillasson. Et dès les premières pluies, on l'a vu, hein, c'était spectaculaire, elles vont reverdir. Donc, il faut s'y faire. Eh ouais, l'herbe, elle sèche l'été, mais elle reverdit au second printemps, c'est-à-dire au mois de septembre. Donc ça, c'est vraiment très important. On n'arrose pas les pelouses. On n'est pas obligé de la tondre de partout non plus. Pour que l'herbe soit plus protégée, on va la tondre plus haut. Bah oui, les poils du tapis sont plus épais, ça dessèche moins, ça reste vert plus longtemps. Donc ça, c'est aussi important. Et puis surtout, on va pouvoir eh ben, laisser des parties même fleurir. Hein, ça sera tout le bonheur de nombreux papillons et de nombreux pollinisateurs. Et puis avoir dans le jardin aussi des prairies qui sont vraiment qui sont laissées en herbe, qui sont même agrémentées de plantes annuelles à fleurs. Hein, là, on voit des pavots de Californie, on voit des menettes du pape, il y en a tout un cortège, mais donc on va vraiment avoir des prairies qui ne sont pas arrosées et qui sont l'allié du jardinier, puisqu'évidemment, c'est là-dedans qu'on va observer la vie, hein, des papillons, des pollinisateurs et toute la petite faune. Hein. Donc ça, c'est vraiment important de le souligner. Et puis ben, ça, quand c'est défleuri et puis que ça, voilà, que ça nous, à l'œil, ça nous est plus satisfaisant, et bien on va pouvoir faire une fauche de préférence tardive pour laisser quand même justement la petite faune en profiter. Et bah, comme je le dis sur cette image, la prairie, on va en faire tout un foin. On va pouvoir couper l'herbe haute, la récupérer, la stocker et l'utiliser évidemment en paillage. Hein, vous voyez que là, on a vraiment tout le cycle complet. Donc, on ne va pas tout tondre, on va optimiser un maximum de surface avec différentes hauteurs et encore une fois, on va l'utiliser comme matériau de paillage. Si on est toujours dans le choix des plantes, hein, je vous le rappelle, et si on parlait des arbustes, en tout cas de la haie, là, je vous montre une photo à Sainte-Foy. La haie, on préfère qu'elle soit variée et avec des essences champêtres comme ici, avec des petits fruits, enfin voilà, une haie gourmande même. Mais donc, en tout cas, la haie, on l'a constaté toujours, encore une fois, sur nos arpentages, c'est qu'elle est indispensable aujourd'hui pour protéger du vent. Le vent est de plus en plus violent. Sur le bassin de l'Iseron, on a vraiment des couloirs très, très asséchants. Et ça, c'est vraiment un facteur de dessèchement des végétaux, et donc évidemment c'est en lien avec les pratiques économes. Il faut absolument protéger le jardin avec de préférence bien sûr une haie qui va nous fournir des feuilles, qui va nous permettre d'avoir des tailles que l'on peut couper, que l'on peut composter, qu'on peut utiliser en paillage. La haie, elle doit être ressource. Alors pour ça, il ne faut pas de béton vert, pas de thuya, pas de laurier palme, il faut éviter ces essences-là, il faut vraiment être sur une palette végétale économe, donc qui résiste à la sécheresse, qui est variée et qui va nous permettre de fabriquer tous ces beaux matériaux de paillage. Alors pareil, hein, je vous le renverrai par mail, enfin Cathy vous le renverra demain, mais donc on a un petit guide des haies qui est très précieux, avec plein de conseils de plantation et surtout qui vous donnera des idées d'essences que vous pouvez planter dans votre jardin. Alors, là, vous voyez une graminée qui fait envie, qui est complètement feu d'artifice. Mais donc, l'idée, c'est dans nos massifs d'agrément, de planter vraiment aussi des plantes vivaces, des plantes qui vont nous fournir des matériaux de paillage. Donc là, typiquement, toutes les graminées, elles vont être magnifiques, évidemment, pendant tout le printemps. Elles se résistent très très bien à la sécheresse pour la plupart, et on va pouvoir les faucher dès l'automne ou en fin d'hiver pour avoir de la paille, hein, tout simplement. Ça, vous imaginez une touffe comme ça, c'est un régal, un bonheur pour pailler. Il y a des plantes qui sont vraiment ressources, comme par exemple la consoude, la grande consoude, Symphytum. Alors ça peut être la grande consoude de Russie, ça peut être la consoude officinale, mais la consoude, là, elle est en fleurs, mais on va pouvoir la faucher 10 fois dans l'année, autrement dit une fois par mois. C'est une vraie petite usine à biomasse. Elle va repousser d'autant mieux. Elle va nous demander aucun arrosage, et quand bien même elle n'est pas envahissante, puisque on va justement tellement la couper
souvent pour l'utiliser en paillage elle sera donc régulée de cette façon. C'est de la même manière, j'irai jusqu'à l'ortie. Si on a de l'ortie dans son jardin, dans un coin, si on l'utilise bien, que ce soit pour soi-même ou pour des paillages, hein, je parle de son alimentation bien sûr, on va avoir vraiment ces plantes qui repoussent, mais qui lorsqu'elles sont fauchées très régulièrement ne sont pas envahissantes et nous font un paillage extrêmement nourricier, hein, puisque donc la consoude, elle a une capacité à retenir les éléments minéraux, elle est stockée dans les feuilles, tout comme l'ortie, donc ça fait un paillage en plus très très riche. Alors, dans notre jardin, ça c'est une photo qui est prise ce mois-ci. Nous sommes nous sommes plutôt vers Grézieux, dans ce jardin. Donc, on va retrouver des astères. Alors, l'astère qui est très florifère, hein, donc, et puis des élianthis ou des topinambours. Hein. Là, ce sont pour le coup des élianthis, une sorte de tournesol vivace. Là, c'est pareil, on a d'abord des floraisons tardives très intéressantes pour les pollinisateurs, mais là, ce qui m'intéresse sur la photo, c'est qu'on va pouvoir les faucher, on va avoir énormément de résidus de branchage après la taille, et ça, ces résidus de branchage, en fait, c'est de la matière pour pailler. Donc, c'est nous ce qu'on appelle dans notre jargon des plantes biomassives, c'est-à-dire des belles plantes vivaces qui produisent de la biomasse, qui vont nous permettre de faucher et de couvrir le sol, notamment à la fin de l'hiver. De manière plus classique, hein, j'ai envie de dire, ici, on va avoir on a une scène de jardin tout à fait classique. On a des allées qui sont tondues, on a des iris qui poussent sur les côtés, parfait. Plante très économe, hein, l'iris. Ça pousse dans la caillasse et ça fait des fleurs exceptionnelles. Et bien donc là, encore une fois, on va avoir potentiellement de l'herbe qui va nous produire du foin lorsque l'on va tondre. Et puis, on va avoir beaucoup de feuillage de feuilles fanées et de fleurs fanées, notamment avec les iris. Comme par hasard, au mois de juin, ça va nous intéresser. On le recoupe et on va pailler d'autres parties du jardin qui ont besoin d'être protégées. Hein, donc, c'est vraiment cette idée d'être autonome en paillage. Alors, ça, c'est pour vraiment l'autonomie dans le jardin. Voilà, ce sont des pistes, hein, comme je vous l'ai dit. Mais je vous ai cité des mots-clés. Voilà, je vais allumer un petit peu la lumière, ce sera plus agréable. Et donc pour ce qui est du paillage, ça c'est une chose, mais évidemment on a d'autres tiroirs dans notre boîte à outils. Alors, il faut à tout prix aussi aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, planter petit et local à l'automne. Ça veut dire quoi? On a tendance à planter trop gros. Là, je prends un extrême, hein, c'est des plants forestiers. Ok, hein, si on veut un beau tilleul qui pousse, on va peut-être être plus sur des calibres un peu plus gros. Mais je vous montre exprès cette photo vraiment pour insister sur le fait que quand on plante petit, local, ça veut dire qu'on va aller dans une pépinière du coin où déjà on a des plantes de terroir qui n'ont pas forcément été trop forcées dans des pépinières plus industrielles, on va dire. Mais donc c'est important pour que tout simplement l'arbre en question que l'on veut voir pousser dans son jardin, eh bien justement il profite, quand un arbre jeune qui est adapté au terroir, il va pousser beaucoup plus vite, beaucoup mieux, on a beaucoup plus de garanties de reprise par rapport à un arbre. On va craquer, on va se dire ah ouais mais quand même j'ai envie d'un arbre un petit peu plus gros, on va prendre un 10-15, hein, c'est-à-dire avec un beaucoup plus gros diamètre, et finalement en 5 ans vous allez avoir un arbre tout petit qui va pousser sous vos yeux pendant 5 ans, et l'arbre beaucoup plus gros que vous avez planté, ben, il va végéter pendant 5 ans, vous allez attendre qu'il s'enracine, et voilà, vous allez éviter la dépression. Donc il faut bien avoir ça en tête. En plus, ça coûtera moins cher à votre porte-monnaie, mais aujourd'hui, c'est vraiment stratégique pour avoir vraiment des plantes qui soient boostées, qui soient adaptées et qui prennent racine. Alors, on va planter à l'automne parce qu'aujourd'hui, les plantations de printemps, si on plante au mois de mars, si vous l'avez fait cette année, au mois d'avril, on monte à 40 degrés, on ne prend plus le risque. Il faut vraiment, si vous avez un projet, planter à l'automne. Vous craquez au printemps 2023, vous avez envie, vous avez oublié, vous n'aviez pas eu le temps à l'automne, eh bien attendez l'automne 2023, franchement, parce que sinon vous risquez de faire mourir vos plantes, pour ne pas dire les faire crever, vous allez le regretter, vous allez perdre de l'énergie, et évidemment vous allez gaspiller énormément d'eau. Donc j'insiste, mais
Aujourd'hui, hein, donc moi, vous l'avez compris, on est jardinier professionnel, on accompagne beaucoup de collectifs d'habitants qui jardinent et on ne fait plus d'ateliers au printemps de plantation. Évidemment, à part pour les plantes annuelles et pour le potager, hein, mais pour tout ce qui est arbustif ou arbustes et grosses vivaces, plantation d'automne. Je crois que le message est passé. Donc, j'enchaîne avec voilà, cette idée que plus c'est petit, eh bien, plus vite ça pousse et avec beaucoup moins d'eau. Hein. Donc, on a le droit de se faire plaisir, hein, mais encore une fois, il faut vraiment, vraiment se méfier et être sur des plantations automnales, locales et de petits gabarits. Alors, toujours pareil, dans la boîte à outils, je vous sors le pétunia arlequin, très beau, hein, c'est pétard hein, sur la photo, on adore. On adore. Au jardin, on a le droit de se faire plaisir, évidemment. On va cultiver des annuelles, très horticoles. Mais il faut vraiment avoir conscience qu'elles sont très gourmandes en eau, les plantes horticoles. Horticoles, c'est-à-dire, le pétunia, c'est un grand classique, hein, mais on va faire des jardinières, on va faire du fleurissement aussi dans son jardin, comme ici. Mais le message, c'est vraiment d'être sur des plantes très ciblées, des jardinières, comme je le dis sur cette photo, les jardinières fleuries avec parcimonie. On va se faire plaisir, mais voilà, en dosant vraiment ce type de plantes qui sont très gourmandes en eau, qui d'ailleurs résistent de moins en moins à la sécheresse, à nos départs en vacances. Bon, voilà. Donc, en tout cas, on va être on va veiller à être, à bien les disposer et à vraiment bien les calibrer, toutes ces plantes. Tout comme d'ailleurs le font aujourd'hui les communes économes. Hein, je vous ai expliqué en préalable que les communes, vos communes, dans le fleurissement aussi ont une charte. Donc, on voit peut-être un peu moins de pétunia, beaucoup plus d'astères, beaucoup plus de sauge, beaucoup plus de plantes beaucoup plus rustiques et sobres, et je dirais même coriaces, parce qu'effectivement, ça demande beaucoup trop d'arrosage. Donc, à vous aussi d'en faire de même dans votre jardin. Parce que vous voyez que dans la gamme des fleurs annuelles, donc du fleurissement véritablement, eh bien, on a une palette végétale économe. Là, je vous montre un peu par provocation, peut-être des coquelicots. Enfin bon, qui n'est pas sensible aux coquelicots? Le coquelicot, il n'a pas besoin d'arrosage. Hein. Il pousse, il se ressème naturellement dans le jardin, de même que les coques lourdes. Hein, ici, ce sont des coques lourdes. C'est une photo qui est prise pareil dans le bassin de l'Iseron. Donc là, on a vraiment une scène de fleurissement tout à fait, voilà, tout à fait colorée et qui n'a demandé aucun arrosage. Et donc, on a des fleurs qui se ressèment et qui se naturalisent dans le jardin. C'est ce type de fleurs voilà, vers lequel on tend à jardiner. Et au même titre que je vous parlais de Corinne tout à l'heure, je vous invite à regarder le film d'une minute, 1 minute 30, qui a été tourné au jardin de l'an 1000 avec Gisèle qui nous explique comment ils ont un jardin sans eau qui est en fleurs 8 mois de l'année sans aucun arrosage. Et donc, on est vraiment sur ce type de palette végétale. Alors, cette palette végétale économe, elle va être aussi avec beaucoup de plantes vivaces, c'est-à-dire des plantes qui vont être en place pour plusieurs années. Une plante vivace, comme son nom l'indique, elle est vive, 5 à 7 ans en place, sans problème, elles vont se rediviser. Et là, on aura des plantes donc, qui s'enracinent sur le long terme dans notre jardin. On constitue des scènes ornementales pérennes. Et donc, comme ici, hein, on voit des sauges notamment, et donc on a une scène de vivace qui va perdurer dans le jardin sans aucun arrosage. Je vais le détailler. Tout comme ici, on a une scène de plantes vivaces, une scène pérenne qui ne demande strictement aucun arrosage, à part un petit peu au moment de la plantation automnale, bien évidemment, quoique. Ce sont bien sûr toutes les aromatiques dans lesquelles on va puiser. C'est une palette végétale archi sobre. Dès que vous avez des feuillages gris, c'est une adaptation de la plante en fait. Hein. Les plantes vertes, c'est la photosynthèse qui les fait réagir et qui les fait
bien sûr grandir, mais toutes les plantes qui sont grises, elles ont un feuillage dufteux qui se protège de la chaleur du soleil. On a des feuilles qui sont en général épaisses, donc qui transpirent très peu et qui stockent l'eau. Lavande, santoline, là je vois du romarin, évidemment le thym, la sauge, l'hysope et j'en passe. Toutes ces plantes-là sont formidables. N'hésitez pas à vous faire voilà, une scène fleurie estivale qui va vous donner grande satisfaction et qui sera en plus très très mellifère, autrement dit riche en pollen pour les pollinisateurs. Mais c'est vraiment une des boîtes à outils que l'on a pour avoir vraiment des plantes très sobres et économes. Alors vous voyez que là, j'en rajoute une couche, permettez-moi de le dire par rapport au paillage, c'est qu'évidemment, toutes les plantes vivaces aromatiques à feuillage gris ou autres, hein, dont que je vous ai évoquées, vont être systématiquement paillées. Hein. On sera vraiment, même sur des plantes de scène de vivaces, on aura le sol qui est paillé, puisque bien sûr au début, les plantes s'installent, elles ne prennent pas toute leur ampleur et il faut d'autant plus enrichir, protéger le sol. En tout cas, surtout le protéger parce que, encore une fois, c'est beaucoup de plantes sobres voilà, poussent dans des sols très pauvres. Mais en tout cas, on va le protéger au départ. Voilà, c'est un petit rappel. Alors, on aura des plantes que je dirais plantes chameaux. Là, on voit un sédum, hein, le sédum spectabilé. Spectabilé, il est en fleurs encore en ce moment. Il va rester en fleurs séchées pendant tout l'hiver. Il est décoratif une bonne partie de l'année. Donc, typiquement, hein, on va être sur des plantes un peu crassulantes, un peu grasses, qui stockent l'eau, qui ne demandent aucun arrosage à part au tout démarrage de la plantation. Et c'est des plantes chameaux, donc qui après sont totalement autonomes, économes et autonomes. Dans le même ordre d'idée, on a des plantes vivaces vraiment, mais vraiment très sobres. Toujours les plantes chameaux, là c'est le lilas des murailles, la valériane. Donc, idem, hein, vous pouvez observer les massifs, questionner vos jardiniers communaux qui connaissent bien les plantes et qui montrent l'exemple dans les massifs dans l'espace public. Donc, encore une fois, il faut s'en inspirer, mais on a vraiment une palette végétale qui demande très très peu d'arrosage. Là, la belle anémone du Japon, elle est en fleurs en ce moment. Une vivace très facile, alors qui est les chameaux, elle aussi, mais là ce qui m'intéresse aussi de vous amener comme idée, comme notion, c'est qu'il y a toutes ces vivaces, pour la plupart, le lilas des murailles, la valériane ou l'anémone va se ressemer très facilement dans le jardin. Je pense à l'encolie également, pour une floraison plus printanière. Ce sont des vivaces qui vont se ressemer, vous ne savez pas où, vous ne savez pas quand, mais en tout cas naturellement, donc aucun arrosage, puisque donc c'est la pluie qui a permis qu'elles germent, et qui vont se développer, s'installer. Elles vous déplaisent, vous les enlevez, vous pouvez les arracher pour en faire cadeau aux voisins, ou alors vous les laissez. Et dès lors que la plante s'est spontanément ressemée dans votre jardin, mais elle va être résistante. Elle est résistante, je dirais, dans son ADN, hein, dès le départ. Et donc, peut-être que vous aurez un petit accompagnement la première année en période critique. Hein, je parle de ça parce que cette année, c'était vraiment dramatique. Donc, faut s'attendre au pire, peut-être en 2023 également. On va arroser avec parcimonie, mais encore une fois, on va la laisser se ressemer et donc se naturaliser dans le jardin. Dans le même ordre d'idées, euh, il va y avoir de nombreuses plantes spontanées, pas de mauvaises herbes, hein, des plantes spontanées qui vont nous intéresser dans le jardin. Il faut arrêter d'arracher systématiquement, désherber de manière maniaco-maniaque et laisser venir certaines plantes spontanées qui poussent sur nos rebords nos bords de route. Hein. On est dans le bassin de l'Iseron, on a des belles routes de campagne. Hein. Moi, j'ai pu le constater en tout cas. Mais donc, essayez d'observer dans votre jardin des plantes naturellement qui vous tapent dans l'œil et qui vont surtout être très, 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 très frugales en eau. Et là, je vous montre une scène de jardin
où on a laissé alors de la luzerne qui a dû s'échapper d'un champ d'à côté, et puis de la vipérine dont nous parle notre fameuse Gisèle dont je vous ai parlé. Donc la vipérine, une magnifique fleur bleue, hein. C'est pas du lupin, c'est de la vipérine, hein. Elle demande beaucoup moins d'eau, beaucoup moins de soins. Et donc cette vipérine, pareil, elle s'est échappée d'un rebord de route, elle s'est invitée au jardin, et quand le jardinier la laisse se mélanger à d'autres vivaces dans les tons bleutés, là on voit des centaurées, plus loin il y a même voilà, d'autres plantes, pour le coup là, cultivées par la main du jardinier. Ce mélange va faire on a justement des massifs très économes. Encore une fois, là, on va laisser grainer, ça va se ressemer et repousser d'une année sur l'autre. On n'a plus qu'à enlever plutôt que de planter. Voilà, c'est un jardinage par le plein, où on fait le vide, où on fait le ménage. Donc, ça, c'est important. Je le souligne aussi, c'est que ces plantes indigènes qui s'invitent, voilà, qui viennent du talus d'à côté ou du bord de route, ou voilà, parce que les graines, elles voyagent, elles volent par les oiseaux, par le vent et autres. Elles vont être beaucoup plus riches en pollen. Elles vont permettre à beaucoup de papillons qui dépendent des espèces sauvages de se multiplier, évidemment de se reproduire et justement de ne pas disparaître, hein. Et donc ces plantes indigènes, elles ont beaucoup d'avantages, et notamment donc elles sont importantes vraiment pour cette petite faune entomofaune indigène et de nos jardins ou voilà, de nos restes de campagne, j'ai envie de dire. Donc voilà pour une autre approche dans notre boîte à outils. Et puis après, bon voilà, on a des valeurs sûres, j'ai envie de dire. Regardez, là on est en plein, là on est au mois de février. On est mi-février et j'ai des euphorbes, hein, vert fluo. Derrière, j'ai des iris extrêmement précoces. Donc iris, euphorbes, aucun arrosage, plantations qui pendant 5 6 ans vont donner le maximum de couleurs et d'effets. Donc on a vraiment des plantes de plein soleil adaptées, et qui si vous les, voilà, si vous les divisez, si vous allez à une journée porte ouverte dans un jardin partagé de votre commune, si vous allez à peut-être une bourse aux plantes, pareil, organisée par votre médiathèque, j'en sais rien, ou en tout cas dans votre coin. Il y en a, hein, des fêtes, il y en a quand même beaucoup sur le bassin de l'Iseron. Eh bien, toutes ces plantes divisées qui viennent du jardin d'à côté, elles sont adaptées. Encore une fois, c'est très important de le souligner. Ce ne sont pas des plantes qui viennent par camion de Hollande, qui ont été biberonnées toutes les 3 heures avec de l'arrosage automatique. C'est ces plantes-là qui vont résister. Et c'est ces plantes-là voilà, qu'il faut avoir dans son jardin. Entre autres, on a le droit de se faire plaisir et d'acheter une jolie plante en pot, hein, mais donc ça, c'est important. Et puis dernière photo, c'est que bien sûr, de plus en plus, eh bien, on se met à l'ombre. Et le jardin se met à l'ombre aussi. On parle beaucoup des jardins forêts, on parle beaucoup vraiment de jardins sous couvert, de potagers aussi, hein, de forêts fruitières, de forêts nourricières. Et donc, les plantes d'ombre, c'est aussi l'avenir. Là, je vous montre des hortensias, pour ne pas les nommer. Mais donc, c'est aussi une piste dans nos jardins qui va aussi faire en sorte qu'on a des lieux de fraîcheur et des lieux qui gardent l'humidité et donc des scènes aussi bien, je dirais, bien particulières qui vont se développer dans nos jardins très certainement à l'avenir. Et on a toute une palette végétale adaptée pour ces espaces d'ombre et de fraîcheur que l'on va sans doute voir pousser dans nos jardins. Et bien voilà, donc un petit récapitulatif, hein. Donc j'ai choisi mes plantes. Donc vous avez toutes les notions que j'ai développées, hein, dans cette séquence. Mais donc vous voyez, il y a de quoi creuser, de quoi puiser. Donc je vous y invite.